Ma mère m'a dit d'un ton désinvolte, fais tes valises. Les enfants de ton frère ont bien plus besoin de cette maison que toi. J'ai fermé la porte, et j'ai parlé dans l'interphone, pointez-vous encore ici, et vous repartirez à l'arrière d'une voiture de police. Alors, imaginez un peu la scène. Je m'appelle Alex. Je vis dans une banlieue tranquille d'Atlanta, et je fais un travail à distance, exigeant mais super gratifiant, depuis bien avant que ce ne soit à la mode. Il y a 2 ans, j'ai enfin acheté la maison de mes rêves. C'est une magnifique demeure de style craftsman des années 1920, que j'ai rénovée en y mettant tout mon cœur et toute mon âme. C'est ma fierté absolue, ma plus grande joie. J'en ai méticuleusement ramené chaque centimètre à la vie, de mes propres mains. Mon frère aîné, David, vit à environ 30 minutes de chez moi, avec sa femme Sarah et leurs 3 jeunes enfants. Ils sont entassés dans un petit appartement vétuste. Attention, je respecte David. Être manager dans la vente au détail, c'est dur. Mais il y a un écart de revenus assez énorme entre nous. Je gagne environ 4 fois son salaire. Le cauchemar a véritablement commencé lors d'un banal dîner dominical, chez mes parents. Nous étions tous assis autour de la table de la salle à manger, en train de savourer un rôti, quand ma mère, Hélène, a commencé à poser des questions étrangement précises sur mes horaires de travail. Alors, Alex, tu restes vraiment assis à ce bureau d'ordinateur toute la journée? Tu ne sors pas du tout de la maison, m'a-t-elle demandé, tout en me passant la purée de pommes de terre. J'ai soupiré. J'avais déjà expliqué cela une centaine de fois. Oui, maman. Je travaille de chez moi, mais je travaille vraiment. J'enchaîne les appels vidéo. J'écris du code complexe. Je dirige une équipe de 15 ingénieurs, répartis sur 3 fuseaux horaires, pour superviser des migrations de serveurs massives. C'est intense. Mon père, Robert, s'est contenté de ricaner, d'accord, mais ce n'est pas comme un vrai travail. Tu sais, le genre où tu te déplaces physiquement, où tu pointes, où tu transpires un peu, n'est-ce pas? C'est juste taper sur un clavier. J'aurais dû voir les voyants rouges clignoter à ce moment-là, mais j'ai été pris totalement au dépourvu. Ma mère a posé sa fourchette, a croisé les mains, et a déclaré, « Eh bien, ton père et moi avons réfléchi. Puisque tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace dans ta grande maison, et qu'il te faut juste un bureau et Internet. Ne serait-il pas plus logique que David? Sarah et les enfants y vivent. Tu pourrais emménager dans notre sous-sol. Nous allons faire poser les cloisons sèches le mois prochain, et nous pourrions y installer un joli tapis pour toi. » J'ai littéralement éclaté de rire. J'ai cru que c'était une sorte de blague douteuse et bizarre. Mais ça ne l'était pas. Mon père s'est soudainement levé, a marché jusqu'au salon, et est revenu avec son iPad. Il s'est lancé dans une véritable présentation avec des diapositives, dotées d'un code couleur, qu'il avait apparemment passé des jours à préparer. Elle s'intitulait « Stratégie de réallocation des ressources familiales ». Je suis resté là, complètement paralysé par le choc. Mon propre père énumérait, point par point, les raisons pour lesquelles je devais renoncer à ma maison. Point 1. Puisque je travaille à domicile, je n'ai pas besoin d'une structure de logement traditionnelle. Point 2. Une famille avec 3 enfants en pleine croissance a des besoins d'espace réels et légitimes, qui priment sur le confort d'un célibataire. Point 3. Le sous-sol serait l'environnement douillet parfait pour un jeune homme célibataire, qui n'a besoin que du Wi-Fi et d'un micro-ondes. Point 4. Ce serait l'acte ultime d'entraide familiale, et l'accomplissement de mon devoir en tant que jeune frère solidaire. Point 5. Il m'autoriserait généreusement à utiliser les toilettes des invités, au rez-de-chaussée, pendant les heures de bureau normales. À condition, bien sûr, que je les nettoie chaque semaine. Ma mâchoire en est presque tombée par terre. David se contentait de pousser maladroitement ses petits pois dans son assiette, refusant de croiser mon regard. Mais Sarah, elle, rayonnait littéralement. Elle disait des choses comme « Oh, nous ne pourrions pas lui demander une telle chose ». Avec ce ton mielleux et écœurant, qui signifiait qu'elle choisissait déjà mentalement les rideaux de mon salon. Vous plaisantez, ai-je finalement réussi à balbutier, en dévisageant mes parents. Vous voulez sérieusement que je cède cette magnifique maison historique, que j'ai achetée avec mon propre argent, durement gagné? Que je déracine toute ma vie, pour emménager dans votre sous-sol humide et inachevé, tout ça parce que mon travail est à distance? Le visage de ma mère s'est durci. Eh bien, Alex, ce n'est pas comme si tu utilisais la maison correctement. Les enfants de David dorment les uns sur les autres, et ils ont besoin de vraies chambres.
Tu as 2 pièces complètement vides. Que tu utilises seulement pour ton stupide petit espace de bureau et tes loisirs. C'est un gaspillage incroyable, alors que ta propre famille, ceux de ton sang, ont besoin d'un vrai logement. Les loisirs auxquels elle faisait référence, c'était mon studio professionnel d'ingénierie du son. C'est une activité secondaire, qui me rapporte 2500 € supplémentaires par mois, dotée d'une insonorisation coûteuse et d'un équipement haut de gamme. C'est une source de revenus secondaires parfaitement légitime. J'ai essayé de leur expliquer la réalité. J'ai acheté cette maison avec mon argent. C'est moi qui paie l'énorme prêt immobilier, les impôts fonciers, l'assurance, les charges, et l'entretien. Mon père a frappé du poing sur la table. Mais tu gagnes cet argent en restant assis sur ton derrière, chez toi, en pyjama. Ce n'est pas comparable à David. Lui, il fait 1 heure de trajet tous les jours. Il reste debout, à s'occuper des clients dans un vrai travail. Il mérite une maison comme celle-là. Je suis parti immédiatement, tremblant de colère. Je pensais que la nuit porterait conseil, et qu'ils se rendraient compte à quel point leur proposition était folle, et légalement impossible. Au lieu de cela, la situation a empiré. Le lendemain matin, j'ai reçu un déluge de textos de ma mère. Elle parlait des couleurs de peinture pour le sous-sol, du choix entre moquette ou sol stratifié. Elle m'a envoyé un plan dessiné à la main, indiquant l'espace bureau d'Alex, et le lit de camp d'Alex. Puis, le pompon, laisse ton double des clés sous le paillasson. Comme ça, Sarah et moi pourrons venir mesurer les nouvelles chambres des enfants. J'ai répondu par un « non » ferme et sans équivoque. Je lui ai dit qu'il n'aurait jamais les clés de ma maison, et qu'il fallait arrêter ce délire psychotique. Elle a répliqué en me traitant de porc égoïste et cupide, qui accaparait les ressources familiales. Mon père, lui, a laissé un message vocal furieux. Il se disait profondément honteux de mon manque de valeur familiale, ajoutant « Un homme qui travaille en pyjama n'a pas le droit de maintenir une vraie famille piégée dans un minuscule appartement. » Pour information, je ne travaille pas en pyjama. Je porte une tenue de ville décontractée pour mes appels vidéo, tout en gérant des infrastructures critiques. Mais apparemment, si vous ne faites pas la navette jusqu'à un misérable parc de box de bureaux, vous ne méritez ni un vrai travail, ni un vrai logement. J'étais sincèrement en train de perdre la tête. Comment faire entendre raison à des gens aussi délirants? Après ma première publication publique à ce sujet, qui m'a permis de valider ma propre réalité, j'ai essayé de me montrer plus mature, et de fixer des limites d'adulte. Je me suis rendu chez mes parents, pour une discussion calme. Je leur ai expliqué clairement que ma maison est ma propriété privée, achetée avec mon argent, et non un bien familial commun. J'ai vraiment cru que nous avions fait une percée. Ils ont tous les deux hoché la tête. Ma mère m'a même tapoté la main, en disant « Nous t'entendons, chérie. Nous comprenons. » J'aurais dû deviner que c'était un piège. Elle a immédiatement enchaîné avec « Alors, quel jour de la semaine prochaine te convient le mieux, pour commencer à descendre tes cartons ici ?» Puis, l'impensable s'est produit. Mardi dernier, j'étais dans une réunion de déploiement de serveurs. C'était hautement critique, avec de gros enjeux. Partage d'écran, données en direct, la totale. Soudain, mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement, et les notifications de la caméra de ma sonnette se sont emballées. J'ai coupé le son, éteint ma caméra, et présenté mes excuses à mon équipe pour vérifier le flux vidéo. Mes parents étaient sur mon Porsche. Derrière eux, il y avait David, Sarah, et un énorme camion de déménagement U-Haul de 8 mètres de long, garé illégalement en travers de mon allée. 2 gars costauds, que je ne connaissais pas, étaient déjà en train d'abaisser la rampe. J'ai réactivé mon micro, juste le temps de dire à mon vice-président que j'avais une grave urgence familiale. J'ai dévalé les escaliers au pas de course, le cœur battant à tout rompre, et j'ai ouvert la porte d'entrée d'un coup sec. Ma mère a joyeusement tapé dans ses mains. Surprise. Nous sommes là pour t'aider dans cette grande transition. Sarah est tellement impatiente de mesurer les fenêtres du salon, pour ses nouveaux rideaux sur mesure. Quelle transition, ai-je hurlé, la voix brisée. Mon père dirigeait déjà David et les déménageurs vers ma porte, avec des cartons aplatis sous le bras. Nous allons emballer la chambre principale en premier, a-t-il ordonné d'une voix forte. Alex aura besoin d'un peu de temps, pour démonter tous ces petits jouets informatiques dans la chambre d'amis. Je me suis avancé sur le porche, et j'ai physiquement bloqué l'entrée avec mon corps. Absolument pas, arrêtez-vous tout de suite. Personne ne fera entrer un seul carton dans ma maison.
J'exige que vous quittiez tous ma propriété, immédiatement. Sarah, qui tenait un presse-papier et un mètre ruban, a poussé un soupir théâtral. Elle a eu l'audace de me dire, Alex, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Arrête d'être aussi égoïste, et pense aux enfants. Ce sont tes neveux et ta nièce. J'ai riposté, en la fusillant du regard, ils ont une maison, Sarah. Ce n'est juste pas la mienne. Ma mère s'est carrément avancée, et a essayé de forcer le passage. Ses mains étaient sur ma poitrine. Elle me bousculait, essayant de se faufiler dans mon hall d'entrée, tout en disant « Oh, arrête d'être aussi théâtral, Alex. Nous en avons déjà discuté. Tu étais d'accord. » Non, ai-je hurlé, en repoussant ses mains. J'ai dit non à de multiples reprises. Éloignez-vous de ma porte. C'est à ce moment-là que mon père a sorti son smartphone, avec un air suffisant, et me l'a collé sous le nez. Il a ouvert une discussion de groupe par texto, dont je ne faisais clairement pas partie. Elle s'intitulait « Relogement d'Alex et préparation de la maison ». Ils avaient coordonné ce déménagement forcé, dans mon dos, depuis une semaine et demie. J'ai rapidement parcouru les messages. C'était à vomir. Sarah demandait à ma mère les numéros de modèle de mon lave-linge et de mon sèche-linge hors de prix. David se demandait si mon garage était assez profond pour leurs 2 SUV. Ma mère rassurait tout le monde, affirmant que le sol en béton du sous-sol serait parfaitement douillet pour moi. Et mon père, littéralement, calculait combien ils économiseraient sur le loyer de David. Il suggérait même d'utiliser cet argent supplémentaire pour des vacances à Disney World. Des vacances auxquelles je n'étais manifestement pas invité. Ils avaient tout planifié comme s'il s'agissait d'un accord légalement conclu et définitif, et comme si ma maison était un bien communautaire. J'ai tenu bon, les mains tremblantes de rage. Je vous donne très exactement 10 secondes pour quitter ma propriété. Sinon, je compose le 911, et je vous fais tous arrêter pour violation de domicile. Ma mère s'est instantanément mise à pleurer. Mais ce n'étaient pas des pleurs de tristesse. C'étaient des pleurs furieux, manipulateurs et emplis de colère. Je ne peux pas te croire, a-t-elle hurlé, le visage rouge. Je n'arrive pas à croire que tu menaces ton propre sang avec la police, après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, exactement, maman, ai-je demandé froidement. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons habillé, a-t-elle crié. C'était il y a 20 ans, quand j'étais littéralement un enfant, ai-je hurlé en retour. C'était votre obligation légale en tant que parent. Mon père s'est approché à quelques centimètres de mon visage, essayant de m'intimider physiquement. Fais attention à ton foutu ton avec ta mère, mon garçon. Un fils qui manque de respect à sa famille ne mérite pas quoi, papa, les jeux interrompus, en le fixant droit dans les yeux. De posséder sa propre maison. D'avoir des limites fondamentales d'adulte. D'être traité comme un être humain, au lieu d'un simple compte en banque. Vas-y, finis ta phrase. David a finalement pris la parole depuis la pelouse, l'air penaud. Écoute, Alex, mec, je n'avais pas demandé que cela se passe aujourd'hui. Mais Sarah l'a immédiatement coupé, en s'interposant. Mais puisque tes parents offrent la maison, cela aiderait vraiment les enfants d'avoir de vraies chambres. Léo partage une toute petite pièce avec les bébés. Alex, et un peu de cœur. J'ai regardé mon frère, avec dégoût. Tu es sérieusement d'accord avec ça, David? Ça te va de voler, littéralement, la maison de ton petit frère? David a simplement haussé les épaules, en regardant ses chaussures. Ce n'est pas du vol, si maman et papa pensent que c'est ce qu'il y a de mieux pour la famille dans son ensemble. J'en avais totalement terminé avec eux. Tout le monde hors de ma propriété, immédiatement. La prochaine personne qui met un pied dans mon allée sans y être invité, aura droit à une escorte policière jusqu'à la prison du comté. Je suis très sérieux. Tandis qu'il reculait lentement, et que les déménageurs refermaient maladroitement le camion U-Haul, ma mère s'est retournée. Elle a hurlé, pour que tout le quartier l'entende, ce sous-sol sera aménagé, que tu l'apprécies ou non, Alex. Quand tu auras enfin retrouvé la raison, et que tu auras arrêté d'être un sale gosse cupide, ton lit de camp sera prêt. Le camion est parti, mais le cauchemar ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 53 messages non lus, dans une toute nouvelle discussion de groupe. Elle s'intitulait « Soutien à la transition d'Alex ». Ma mère y avait recruté la famille élargie, ses fidèles petits soldats.
Tante Linda a écrit, si fière d'Alex, qui fait enfin passer la famille en premier. Oncle Richard a renchéri, il était temps que le garçon grandisse. Ma cousine Jennifer a ajouté, le sous-sol a l'air si sympa. Tu as tellement de chance de ne plus avoir à payer de loyer. Ils étaient en train de tisser une immense toile de mensonges. J'ai envoyé un seul et unique message définitif. Je ne déménage pas. Je n'abandonnerai pas la maison que j'ai achetée. Mes parents ont tenté de s'introduire illégalement chez moi, avec un camion de déménagement. Quiconque se présentera sur ma propriété sera expulsé par la police pour violation de domicile. Ensuite, j'ai définitivement quitté la discussion. Ma mère m'a envoyé un message en privé, quelques secondes plus tard, ton égoïsme extrême est en train de déchirer cette famille. J'espère que ton stupide petit boulot sur ordinateur vaut la peine de perdre toute ta famille. Je lui ai répondu, je ne perds pas ma famille. Je fixe des limites à des personnes abusives, qui ne respectent ni moi, ni ma carrière, ni mes droits de propriété légaux. Elle a répliqué, droit de propriété. C'est ça que la famille signifie pour toi maintenant? Des termes juridiques froids et stériles. Oui, maman, ai-je tapé en retour. Quand tu loues un camion pour essayer de voler ma maison, les termes juridiques deviennent extrêmement pertinents. J'ai immédiatement appelé un serrurier, et j'ai payé 400 € pour changer chaque penne dormant et chaque verrou de fenêtre. Ils avaient un double des clés datant d'il y a 2 ans, et je ne voulais prendre aucun risque. J'ai amélioré mon système de sécurité. J'ai ajouté 4 nouvelles caméras 4K, équipées de projecteurs à détection de mouvement. J'ai consulté un ami avocat, spécialisé dans l'immobilier. Il a ri, n'en croyant pas ses oreilles, et m'a confirmé qu'il n'avait absolument aucun droit légal sur ma propriété. Cependant, il m'a vivement conseillé de documenter chaque SMS, chaque email, et chaque interaction. Il m'a averti que les personnes aussi délirantes ont souvent tendance à surenchérir, lorsqu'on leur refuse ce qu'elles veulent. Il avait raison. Les choses se sont calmées pendant environ 2 semaines. Bêtement, j'ai baissé la garde, pensant qu'ils avaient enfin accepté la réalité. En vérité, ils se contentaient de se regrouper, planifiant ce que je ne peux décrire que comme une campagne de guerre psychologique impitoyable. Ça a commencé petit, de manière passive-agressive. Ma mère s'est mise à publier plusieurs fois par jour sur Facebook. Elle parlait de la crise du logement, et de la beauté de la vie multigénérationnelle. Elle m'identifiait dans des articles intitulés « Pourquoi les milléniaux égoïstes devraient retourner vivre chez leurs parents » ou « L'avidité cachée des propriétaires célibataires ». Elle commentait des choses comme « Si seulement certaines personnes comprenaient les vraies valeurs familiales ». Puis sont venus les appels de la famille élargie. Ma marraine Suzanne m'a appelé en pleurant « Alex, ta mère a le cœur tellement brisé. Est-ce que ça te tuerait, littéralement, de simplement envisager de vivre au sous-sol? Il y a une fenêtre. » Mon oncle Joseph m'a fait la morale, à mon époque, la famille aidait la famille. Nous n'avions pas besoin de ces limites juridiques compliquées. Mon cousin Marc m'a envoyé un texto, mec, donne-leur juste la maison. C'est juste des briques et du bois. Ça ne vaut pas tout ce drame. J'ai tenu bon, tel un disque rayé. Ma maison n'était pas un bien commun. C'est alors que la phase 2 a commencé. Sarah, ma belle-sœur, a ouvert un compte Instagram public, nommé « La vie en appartement avec 3 enfants ». Elle y documentait leurs tragiques difficultés en haute définition. Elle publiait des réels en noir et blanc, très édités, montrant les enfants partageant une petite chambre, sur une musique triste de Sarah MC Laclan. Elle rédigeait de longues légendes déchirantes. Elle expliquait comment tirer le meilleur parti d'un espace limité, même lorsque les membres de votre propre sang refusent de vous donner les chambres que vous méritez. La section des commentaires était un cloaque, rempli des membres de ma famille et des amis de l'église de Sarah, qui offraient des prières pour une solution miracle. Ma mère y répondait avec des idioties critiques et manipulatrices, Dieu pourvoit toujours aux besoins de ceux qui le méritent. Pendant ce temps, je perdais doucement la tête. Le stress me rendait physiquement malade. Au travail, nous approchions d'un lancement de produits massifs, à plusieurs millions d'euros. Je faisais des journées de 12 heures. Mon bureau à domicile était mon seul sanctuaire, un espace dédié et calme. La simple idée de déménager dans le sous-sol humide de mes parents, de me battre avec mon père pour avoir accès à la salle de bain, ou d'écouter leurs remarques désobligeantes sur mon « faux travail sur Internet », pendant que je gérais des infrastructures de serveurs critiques, était sincèrement risible. Mais ma famille ne riait pas.
Ils intensifiaient activement les choses. Il y a 3 semaines, je suis rentré d'une rare course au supermarché. J'ai découvert que ma pelouse avait été complètement vandalisée. Mes parents étaient venus en voiture, et avaient installé un immense panneau immobilier, imprimé par des professionnels, dans mon jardin. On pouvait y lire « Future maison de la famille de David ». Grâce à la générosité de l'oncle Alex. Le tout, agrémenté de photos haute résolution de mes neveux et de ma nièce, tout sourire. Ils avaient même attaché des ballons gonflés à l'hélium à ma boîte aux lettres, pour fêter ça. Mes voisins se tenaient sur le trottoir, en chuchotant. J'étais mortifié. J'ai attrapé un couteau de cuisine, j'ai fait éclater les ballons. J'ai arraché le panneau du sol, et je l'ai balancé dans la benne à ordures. Mais le mal était fait. Sarah avait déjà posté des photos du panneau sur son Instagram, avec une légende proclamant « Revendiquer notre nouvelle maison par la foi bénie la famille d'abord le plan de Dieu ». Les commentaires ont explosé. Les mamans locales de son association de parents d'élèves me qualifiaient de « frère ange ». Des gens que je n'avais jamais rencontrés discutaient de la beauté de mon geste, j'abandonnais ma garçonnière pour les enfants. Je n'en pouvais plus. J'ai commenté sa publication, je n'abandonne absolument pas ma maison. Il s'agit de harcèlement ciblé. S'il vous plaît, arrêtez de mentir à ces gens. Sarah a supprimé mon commentaire en moins de 30 secondes. Mais pas avant de l'avoir capturé à l'écran, et partagé dans la discussion de groupe familial, avec une douzaine d'émojis en pleurs, en gémissant, pourquoi est-il si incroyablement cruel envers les bébés? Le jour suivant, mon père s'est présenté chez moi, pendant que je dirigeais une présentation client en direct. Je l'ai vu sur la caméra de ma sonnette. Il faisait le tour de ma maison avec un presse-papier, un mètre-ruban, et un bloc-notes, mesurant frénétiquement mes fenêtres. Je lui ai rapidement envoyé un texto, quitte ma propriété immédiatement. Il a répondu, j'aide juste David à planifier les futures rénovations des fenêtres. Ignore-moi. Ça va être tellement beau. Je me suis excusé auprès de mes collègues, j'ai couru dehors, et je l'ai trouvé agenouillé dans mes précieux parterres de fleurs. Il creusait la terre, et la mettait dans de petits sacs en plastique. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec mon aménagement paysager, ai-je exigé de savoir. Il n'a même pas levé les yeux. Sarah veut créer un potager bio pour les enfants. Je prélève des échantillons de sol, pour tester les niveaux de pH. Ne t'inquiète pas, nous allons arracher tous ces buissons inutiles la semaine prochaine. Quitte ma propriété avant que je n'appelle la police. Papa, je ne t'avertirai pas une deuxième fois. Il s'est finalement relevé, en époussetant la terre de ses genoux. Il m'a regardé avec un dégoût pur et absolu. Ton grand-père serait tellement honteux de l'homme que tu es devenu. Il a construit sa maison de ses 2 mains nues, pour sa famille. Toi, tu achètes une maison avec du faux argent d'ordinateur, et tu refuses même de la partager avec ton propre frère. Grand-père respectait le travail acharné, et la propriété, ai-je riposté. Il a fait un vrai travail avec ses mains, et je fais un vrai travail avec mon cerveau. Pars, maintenant. Il a marché vers son camion, non sans crier avant de partir, le sous-sol est terminé. Alex, ta mère a choisi un joli beige très accessible pour les murs. C'est très calmant pour tes petites angoisses. Mais la semaine dernière, nous avons atteint un niveau de folie terrifiant, et totalement inédit. Je me suis réveillé, j'ai ouvert ma porte d'entrée pour récupérer un colis, et j'ai trouvé une boîte à clés en métal ultra robuste. Elle était fixée sur la poignée de ma porte. C'est exactement le genre de boîtier que les agents immobiliers utilisent, pour les journées portes ouvertes. J'ai immédiatement appelé ma mère, le sang bouillant dans mes veines. Oh, bien, tu l'as vu, a-t-elle gazouillé joyeusement. Nous avons pensé que ce serait beaucoup plus simple, pour la grande transition. David et Sarah pourront commencer à déplacer leurs petits cartons dans le garage, tranquillement, pendant que tu travailles. Comme ça, tu n'auras pas à te déranger pour venir leur ouvrir la porte. Vous avez mis une boîte à clés sur ma porte, ai-je hurlé. Vous êtes devenu fou? Oh, Alex, arrête d'être si dramatique. Le code, c'est ton anniversaire. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes la famille. J'ai raccroché. J'ai attrapé mon coupe-boulon dans le garage, j'ai sectionné net le boîtier de ma porte, et je l'ai jeté à la poubelle. Ensuite, j'ai appelé ma société de sécurité. Je leur ai fait d'installer des alarmes périmétriques. Elles alertent mon téléphone, à la seconde même où quelqu'un pose le pied dans mon allée. 2 jours plus tard,
une enveloppe à l'aspect très officiel est arrivée dans mon courrier. Elle provenait d'un cabinet d'avocat local. Mon estomac s'est noué. Essayait-il vraiment de me poursuivre en justice pour ma propre maison? Non. C'était, d'une certaine manière, bien pire et bien plus délirant. Il s'agissait d'un avis juridique officiel, tapé à la machine. Mes parents y désignaient officiellement une portion de 27 mètres carrés de leur sous-sol, comme unité de logement locative. Et ils s'attendaient à ce que je signe le contrat de bail ci-joint, afin de maintenir l'harmonie familiale, et établir les limites claires d'adulte que tu as demandé. J'ai lu les termes du bail, avec une horreur absolue. Clause numéro 1, le loyer serait de 450 € par mois, un tarif, généreusement, inférieur à celui du marché. Clause numéro 2, j'aurai accès aux toilettes des invités, à l'étage, strictement de 6h à 8h du matin, et de 18h à 20h. Clause numéro 3, les privilèges de la cuisine exigeaient un préavis écrit de 24 heures. Et il m'était interdit de cuisiner des aliments aromatiques, qui pourraient perturber le visionnage de la télévision de mon père, le soir. Clause numéro 4, des heures de silence strict, imposant un silence absolu après 21 heures. Clause numéro 5, aucun invité pour la nuit, sans l'approbation préalable des propriétaires, mes parents, 48 heures à l'avance. Clause numéro 6, une clause de premier droit de refus. Elle stipulait que, si je décidais d'abandonner mon entêtement, ils auraient le droit de saisir la valeur nette de ma maison actuelle. Cela, afin de payer les futurs coûts d'entretien de David. Ils essayaient sérieusement, et véritablement, d'officialiser ma vie dans leur sous-sol humide, en tant que locataire payant et soumis à des restrictions. Pendant ce temps, mon frère vivrait sans payer de loyer dans ma magnifique maison de 4 chambres. J'ai scanné le document, et j'ai transféré le PDF entier à mon ami avocat en immobilier. Il m'a appelé 5 minutes plus tard, en riant tellement fort qu'il était pratiquement en train de suffoquer. Il a littéralement dû me mettre en attente pour reprendre son souffle. Quand il a enfin repris la ligne, il m'a dit, « Alex, mon Dieu, encadre ça. Imprime-le sur du papier hors de prix. Encadre-le, et accroche-le à ton mur. Ce sera un rappel quotidien que, parfois, la famille est absolument, et cliniquement, folle alliée. » Ce bout de papier a moins de poids juridique qu'une serviette de table gribouillée avec des crayons de couleur. Malgré l'absurdité de la situation, ce stress constant affectait gravement mon travail. Je ratais des détails, je perdais le fil pendant les réunions. Ma supérieure, Chloé, m'a pris à part lors d'un appel privé, et m'a doucement demandé si tout allait bien. J'ai complètement craqué. Assis dans mon bureau, j'ai éclaté en sanglots, et je lui ai raconté toute cette saga psychotique. Elle a écouté dans un silence stupéfait, la bouche de plus en plus bée à chaque détail. « Alex », m'a-t-elle finalement dit, d'une voix incroyablement sérieuse. Je vais dire quelque chose qui dépasse peut-être mes prérogatives de patronne, mais tu as besoin de l'entendre. As-tu déjà envisagé que ta famille est profondément, intensément abusive? Je suis resté figé. J'avais été tellement hyper concentré sur la défense de ma maison, que je n'avais pas pris le recul nécessaire pour voir ce schéma pourtant énorme et flagrant. Le mépris permanent de mon intelligence et de ma carrière. La violation constante de mes limites personnelles. Les campagnes d'humiliation publique, la manipulation émotionnelle extrême, et le mépris total de mon autonomie. Prends des congés, m'a ordonné Chloé avec douceur. Du vrai repos. Concentre-toi sur la finalisation du lancement de ce produit cette semaine. Ensuite, prends une semaine complète de congés payés, pour réfléchir à tes prochaines étapes. Et Alex, si tu as besoin de déménager pour fuir cette folie absolue, dis-le-moi. Notre entreprise couvrira les frais de déménagement. Ton travail est réel. Tes compétences sont incroyablement précieuses, et tu es important pour nous. Ne laisse personne te dire le contraire. Cette nuit-là, j'ai pris la décision la plus difficile, mais la plus nécessaire de ma vie. J'ai pris mon téléphone, et j'ai systématiquement bloqué mes parents, David, et Sarah, sur absolument toutes les plateformes. Numéro de téléphone, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, email. J'ai envoyé un tout dernier message de masse à la discussion de groupe de la famille élargie. Ma carrière est réelle. Ma maison est à moi. Je ne déménagerai pas dans un sous-sol. Je n'abandonnerai pas ma propriété, pour satisfaire les choix de vie de David. Quiconque continuera à me harceler, à me traquer, ou à m'ennuyer à ce sujet, sera définitivement rayé de ma vie.
Ce n'est pas une négociation. Adieu. Puis, j'ai quitté le groupe, et je les ai tous bloqués. La paix fut instantanée. Plus de téléphone qui vibre, plus d'alerte de la caméra de ma sonnette, plus de publications Facebook passives-agressives. Juste un calme total, et bien heureux. Je me suis plongé corps et âme dans mon travail. J'ai terminé le lancement du produit sans la moindre faille, et mon équipe a pulvérisé nos objectifs trimestriels. Chloé a proposé mon nom pour une promotion majeure. Je me suis assis dans mon magnifique bureau à domicile, en admirant mes parquets en bois massif restaurés. J'avais l'impression de pouvoir enfin prendre une profonde inspiration, pour la première fois depuis des mois. Bien sûr, cette paix n'a pas duré. Un délire aussi profond ne disparaît pas tranquillement. Après 8 semaines de contacts strictement coupés, j'ai reçu une lettre recommandée, exigeant ma signature. À l'intérieur, se trouvait une énorme pile de papier, intitulée « Avis formel d'intervention familiale ». Il s'agissait d'un document juridique complètement inventé de toutes pièces, que mes parents avaient tapé eux-mêmes. Ils avaient même payé un notaire pour y apposer un tampon, pensant que cela le rendrait légalement contraignant. Cet avis d'intervention comprenait une demande d'évaluation psychiatrique obligatoire. Ils affirmaient que mon refus de céder ma maison était la preuve d'un grave trouble de la personnalité antisociale. Il y avait aussi un programme de conseil familial obligatoire, avec un thérapeute spécialisé dans la dépendance aux jeux et à Internet. Car visiblement, travailler dans la technologie signifie simplement que je suis accro aux jeux vidéo. S'y trouvait également un calendrier strict, pour la transition résidentielle, dictant exactement quel jour j'étais autorisé à emballer mes affaires. Le tout était accompagné de photos brillantes imprimées, montrant leur appartement en sous-sol terminé. On y voyait un tapis bon marché, et une plaque en plastique avec l'inscription « Chambre d'Alex ». Mais la partie la plus absolument terrifiante, le vrai coup de grâce, il s'était procuré un formulaire vierge de procuration, mandat de protection future. Ils l'avaient pré-rempli avec leur propre nom, et y avaient joint une lettre. Celle-ci citait de profondes inquiétudes concernant la capacité de décision d'Alex, et son déclin mental, à la lumière de son récent comportement d'accumulation irrationnelle. Il préparait le terrain pour tenter de me faire déclarer mentalement incapable. Ainsi, il pourrait légalement prendre le contrôle de mes biens, et céder ma maison à David par signature. Cette fois-ci, je n'ai pas ri. J'ai vu rouge. J'ai immédiatement contacté un brillant avocat, spécialisé dans les litiges et le droit des successions. Je lui ai versé de solides honoraires. Il a rédigé une lettre de mise en demeure si incroyablement agressive, si fermement formulée, qu'elle aurait pu décaper la peinture d'une voiture. Elle stipulait explicitement que toute nouvelle tentative d'accéder à ma propriété, de revendiquer des droits sur ma maison, de contacter mon employeur, ou de remettre en question mes capacités mentales, entraînerait immédiatement des poursuites civiles dévastatrices. Ainsi que des accusations pénales pour harcèlement. La réponse que nous avons reçue ne venait pas de mes parents. Elle venait du frère de Sarah, un avocat en divorce de bas étage. Il a envoyé un email, affirmant que la lettre de mon avocat était inutilement hostile et agressive. Il a suggéré que nous nous asseyions tous pour une médiation professionnelle, afin de résoudre la situation du logement familial communautaire. La situation du logement familial communautaire. Comme si mon bien immobilier privé était un jardin partagé de quartier, qui attendait d'être divisé. Mon avocat m'a conseillé de ne pas répondre. À la place, j'ai redoublé de mesures de sécurité. J'ai installé un film anti-effraction sur toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. J'ai ajouté une gâche renforcée très résistante sur ma porte de derrière. Enfin, j'ai réglé mes caméras pour qu'elles enregistrent 24h24 et 7J7, sur un serveur cloud sécurisé. Dieu merci, je l'ai fait. 2 semaines plus tard, un mardi à très exactement 3h14 du matin, l'alarme de mon système de sécurité s'est mise à hurler. Elle m'alertait d'un mouvement dans mon jardin clôturé. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre, et j'ai attrapé mon téléphone pour vérifier les flux vidéo en direct. Là, dans une vision nocturne infrarouge d'une clarté cristalline, se trouvait mon frère David. Il tenait un énorme pied de biche en acier, et essayait activement de forcer la porte de ma véranda à l'arrière. Debout juste derrière lui, faisant le guet avec une lampe de poche, il y avait Sarah. Mon propre frère, celui de mon propre sang, tentait de s'introduire par effraction dans ma maison, en plein milieu de la nuit. Je n'ai pas hésité. Je ne les ai pas interpellés. J'ai immédiatement composé le 911,
et j'ai dit à l'opérateur qu'un cambriolage était en cours, avec 2 suspects à ma porte arrière. Ensuite, je me suis enfermé dans ma salle de bain principale. La police est arrivée en moins de 4 minutes. 3 voitures de patrouille ont envahi ma propriété. Regarder toute la scène se dérouler en direct, sur mes caméras de sécurité, a été l'expérience de dédoublement la plus surréaliste de ma vie. Les flics ont dégainé leurs armes. Ils ont braqué d'énormes projecteurs sur le jardin, et ont ordonné à David de lâcher le pied de biche. Il l'a lâché instantanément, les mains en l'air. Pendant que les officiers plaquaient agressivement David contre le revêtement en briques de ma maison pour le menotter, je pouvais l'entendre crier à travers le microphone de la caméra, « Attendez! Arrêtez! C'est une affaire de famille. C'est un malentendu. Nos parents ont dit que c'était d'accord. C'est notre maison. Nous essayons juste de mesurer la cuisine. » Sarah sanglotait de façon hystérique, hurlant sur les flics qu'ils traumatisaient une mère de 3 enfants. Je suis descendu, j'ai ouvert la porte de derrière, et j'ai calmement confirmé aux policiers que j'étais le propriétaire de la maison, que je vivais seul, et que je voulais absolument porter plainte pour tous les chefs d'accusation. David et Sarah ont été arrêtés sur le champ pour tentative d'effraction, violation de domicile, et destruction de propriété privée. Mes parents ont payé leur caution le lendemain après-midi. Comme j'avais bloqué leur numéro, ma mère s'est carrément rendue chez mes voisins d'à côté, en pleurant à chaudes larmes, pour les supplier d'utiliser leur téléphone. Elle m'a appelé, criant si fort que le haut-parleur de l'appareil en grésillait, « Espèce de monstre. Tu as ruiné la vie de ton frère. Tu as traumatisé ces bébés innocents, en faisant enfermer leurs parents dans une cage comme des animaux. » Pour la petite histoire, les enfants n'étaient pas là. Ils étaient chez la mère de Sarah. J'ai appris plus tard qu'elle était la seule personne censée restante dans leur entourage, et qu'elle avait catégoriquement refusé de participer à leur complot insensé de redistribution des logements. Cette tentative de cambriolage fut mon point de rupture absolu. La maison que j'avais aimée, la maison que j'avais minutieusement restaurée, était complètement souillée. Je ne pouvais plus dormir. Chaque fois que le vent soufflait, je pensais que quelqu'un arrivait avec un pied de biche. J'ai appelé Chloé au travail. J'ai besoin de cette relocalisation, lui ai-je dit. En moins de 48 heures, j'ai engagé une entreprise de déménagement haut de gamme et discrète. J'ai contacté un agent immobilier redoutable. J'ai mis ma maison en vente en tant qu'exclusivité privée, hors marché. J'ai accepté la généreuse prime de relocalisation de mon entreprise, pour déménager à Bozeman, dans le Montana. À 3200 km de là, niché dans les montagnes. Loin, très loin de quiconque partageait mon ADN. Je n'en ai pas soufflé un mot à qui que ce soit dans ma famille. En raison de la folie du marché immobilier à Atlanta, ma maison a été vendue en exactement 4 jours, pour 60 000 € de plus que le prix demandé. Le tout payé comptant, par un charmant jeune couple, qui appréciait véritablement les détails historiques Craftsman que j'avais restaurés. La date de signature finale était prévue pour un délai très court de 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, alors que j'emballais secrètement toute ma vie dans des cartons, au beau milieu de la nuit, le sursaut d'agonie de ma famille fut aussi spectaculaire que terrifiant. Ma mère s'est présentée à ma porte avec un véritable prêtre catholique. Elle tentait de faire bénir la maison, afin de purifier la propriété de sa cupidité, et de la préparer pour la transition familiale. J'ai appelé les flics, et je les ai fait expulser. Mon père s'est pavané jusqu'au bureau du greffier du comté, et a tenté de déposer un droit de rétention d'entrepreneur totalement frauduleux sur mon titre de propriété. Il prétendait que je lui devais 40 000 €, pour mes frais d'éducation pendant mon enfance, et pour loyer en retard pour l'occupation de l'utérus. Le greffier l'a renvoyé du bâtiment en lui riant au nez. Sarah, libérée sous caution, a lancé une page GoFundMe intitulée « Aider des enfants déplacés, abandonnés par leur oncle cruel ». Elle a récolté très exactement 140 €, avant que la plateforme ne détruise la campagne pour fraude. David a officiellement été renvoyé de son poste de manager. Il avait raté de multiples gardes pour venir rôder autour de ma maison, et s'asseoir dans sa voiture au bout de la rue, pour surveiller mon allée. J'ai documenté le moindre de ces actes déments. Mon avocat montait un dossier massif et inattaquable, en vue d'obtenir des ordonnances restrictives permanentes et interétatiques. Le matin précédant la date de signature officielle de la vente, mes parents ont tenté un ultime coup de poker désespéré et apocalyptique. J'étais déjà à Bozeman, dans le Montana. J'avais traversé le pays en voiture, pendant 3 jours.
Ma maison à Atlanta était complètement vide, nettoyée à fond, et laissait résonner les échos. Mon ancien voisin m'a appelé, paniqué. Alex, tes parents sont là. Ils ont un énorme hall, des coupes-boulons, et un type qui ressemble à un serrurier louche. Ils essaient de percer la serrure de ta porte d'entrée. Ils s'étaient présentés en affirmant qu'ils avaient des droits légaux de locataires squatteurs, car ils y avaient établi leur résidence. Comment? En s'envoyant illégalement, par courrier, plusieurs cartes postales à mon adresse au cours du mois dernier, puis en les repêchant dans ma boîte aux lettres. J'ai organisé un appel conférence avec le commissariat local et mon agent immobilier. Tout cela, en étant assis sur le balcon de mon nouvel appartement avec vue sur la montagne, et en regardant le flux en direct sur mon iPad. Cette fois-ci, la police n'y est pas allée par 4 chemins. À leur arrivée, mon père a tenté de se battre avec l'un des agents, en brandissant un coupe-boulon. Ma mère a essayé de s'enchaîner à la rambarde du porche d'entrée. Mes 2 parents ont été arrêtés avec force, pour des délits de destruction de biens, violation de domicile, et agression sur un agent de police. La paperasse finale pour la clôture de la vente a été traitée par voie électronique. Pendant ce temps-là, mes parents étaient assis dans une cellule de détention stérile, à la prison du comté. L'argent est arrivé sur mon compte bancaire. La maison appartenait officiellement au charmant jeune couple. Au moment où mes parents ont payé leur caution et ont été relâchés, j'étais à plusieurs états de là. J'ai complètement changé de numéro de téléphone. J'ai effacé mon empreinte numérique. Ma seule adresse de réexpédition est une boîte postale sécurisée, gérée par une société spécialisée dans la protection de la vie privée. C'était il y a environ 2 mois. J'ai eu quelques nouvelles de sources indirectes, via ma marraine. Elle a fini par sortir de son délire, et a réalisé à quel point mes parents se comportaient de façon insensée. Elle me tient informé par email. Le stress, les accusations pénales, et l'humiliation absolue de la situation ont complètement fait voler la famille en éclats. David et Sarah traversent actuellement un divorce vicieux et compliqué. Les frais de justice liés à leur tentative de cambriolage ont siphonné les maigres économies qu'ils possédaient. Mes parents font face à des frais de justice colossaux, et ruineux, suite à leurs propres arrestations. Actuellement, ils racontent à qui veut bien l'entendre que j'ai vendu avec malveillance le domaine familial historique, par pure méchanceté, afin de punir les bébés. La cerise sur le gâteau? Ce sous-sol inachevé, dans lequel ils voulaient à tout prix me fourrer. Ils ont contracté un prêt à taux d'intérêt élevé pour le terminer, s'endettant de 18 000 €. Il est désormais complètement vide. Le compte Instagram de Sarah a totalement disparu, après que des centaines de personnes l'ont signalé pour harcèlement, fraude et exploitation d'enfants. Ma nouvelle vie dans le Montana est d'une paix à couper le souffle. Mon nouveau bureau à domicile possède une immense baie vitrée, qui donne sur les montagnes aux sommets enneigés. L'air y est vif et pur. Mes nouveaux voisins m'apportent du pain au levain fraîchement cuit, plutôt que des pieds de biche. Ma famille, tout simplement, n'existe pas ici. Je suis toujours en thérapie hebdomadaire intensive, pour faire face à la lourde culpabilité et au profond chagrin d'avoir perdu toute ma famille. Je les pleure, mais pas parce qu'ils sont morts. Je les pleure, parce que cette situation les a finalement forcés à faire tomber leur masque, et à révéler exactement qui ils ont toujours été. Ils ne m'ont jamais considéré comme un fils, un frère, ou même un être humain. Ils me voyaient strictement comme une ressource financière. Comme un morceau de viande, à découper et à redistribuer, pour rendre la vie de David plus facile. Mon thérapeute m'a demandé, la semaine dernière, si j'avais le moindre regret quant à la façon dont tout s'est déroulé. Je suis resté assis en silence pendant un long moment, à y réfléchir vraiment. J'ai réalisé que je n'avais qu'un seul et unique regret. Je regrette de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Les signes flagrants ont toujours été là. Chaque réussite de mon enfance ignorée, chaque limite constamment repoussée. Chaque grand succès redéfini comme un coup de chance, ou présenté comme une preuve de mon égoïsme, parce que je ne partageais pas le butin. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir gardé ma maison. Je ne regrette pas d'avoir appelé la police, et de les avoir regardés se faire arrêter. Je ne regrette pas d'avoir vendu la propriété en secret. Je ne regrette pas d'avoir déménagé à 3200 km de là, dans les montagnes. Je ne regrette pas d'avoir choisi ma propre paix, ma propre santé mentale, et ma propre vie, face à leurs exigences toxiques et chaotiques. Pour tous ceux d'entre vous qui ont affaire à une famille toxique. Une famille qui ne respecte pas votre carrière, qui se moque de vos choix, qui bafoue constamment vos limites.
Ou qui considère votre succès comme sa tirelire personnelle, vous n'êtes pas faux. Vos sentiments sont valides. Votre travail est réel. Votre maison est à vous. Votre vie vous appartient, et n'appartient à personne d'autre. Et parfois, le meilleur, et le plus nécessaire des prix que vous puissiez payer pour une paix éternelle, c'est la distance. Une distance massive, et infranchissable. Je suis toujours architecte senior en infrastructure cloud. Je travaille toujours à domicile, mais maintenant, je le fais à des milliers de kilomètres d'agresseurs toxiques. Des gens qui pensent que travailler sur un ordinateur me rend moins digne du respect humain le plus élémentaire. C'est la meilleure décision, et la plus libératrice, que j'ai jamais prise de toute ma vie. Alors dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà dû tracer une ligne aussi dure avec votre propre famille, pour vous protéger? Je suis sincèrement curieux de lire vos histoires, et vos réflexions, dans les commentaires ci-dessous.